Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui veulent grandir et s'épanouir en tant que femme, entrepreneur et leader du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale en lien avec le vivant tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale. Aujourd'hui, on va faire un épisode focus, on va faire un épisode spécial sur un sujet qui me tient à cœur parce qu'il correspond à l'ADN de Dreamwild, j'ai envie de dire. C'est le sujet du fait d'entreprendre sur un lieu en lien avec le vivant. Entreprendre sur un lieu lié au vivant. Pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un épisode spécial spécifiquement sur ce sujet-là? La première raison, c'est que historiquement, comme je dis, ça correspond à l'ADN de Dreamwild parce que historiquement, il y a 10 ans, quand j'ai démarré l'activité, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, eh bien, au départ, c'est parce que ma première cliente, la première cliente de Dreamwild, était une dirigeante de lieu en lien avec le vivant, en l'occurrence d'une école d'équitation, et qui, si elle ne m'avait pas posé la question de me dire si je te rémunérais, tu pourrais me le faire, ça, pour développer mon école d'équitation. En l'occurrence, elle me parlait de marketing, de communication, de développement commercial. Si elle n'avait pas posé cette question, eh bien, on n'en serait pas, Dreamwild ne serait pas où elle en est aujourd'hui. Tout ça pour dire que, historiquement, le cœur des personnes que l'on accompagne au sein de Dreamwild sont vraiment des personnes qui ont un lieu ou qui aspirent à avoir un lieu, je vais en parler après, sur lequel développer leurs activités. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la totalité de nos clientes, nous avons aussi des clientes qui n'ont pas de lieu et qui ne souhaitent pas forcément nécessairement avoir un lieu et on les accompagne tout aussi bien et avec tout autant de plaisir que les autres, mais je voulais faire un focus spécifique parce que historiquement, les personnes qui nous sollicitent dans Dreamwild, c'est vraiment sur le fait de pouvoir développer leur lieu et s'épanouir dedans et s'épanouir sur le chemin. Et donc je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a des explications à ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va aborder ensemble dans cet épisode aujourd'hui. Juste, je vais définir un petit peu plus de quoi on parle. Donc quand je parle de lieu en lien avec le vivant, je parle aussi, vous verrez, je vais parler aussi de lieu ressources, parce que c'est ce que je me suis rendu compte au fil du temps, que en fait les personnes cherchaient à créer un lieu ressources avant tout pour elles-mêmes et pour pouvoir partager, transmettre, faire bénéficier de ces ressources. Alors il y a plein de manières de le faire, on va le voir ensemble dans l'épisode, auprès d'autres personnes. Mais quand je parle de lieux liés au vivant ou de lieux ressources du vivant, eh bien je parle de lieux qui peuvent être en lien avec les humains, on va en parler au niveau des différentes activités, qui peuvent être en lien avec les animaux, différents animaux, et qui peuvent être en lien aussi avec la nature et ou les trois, voilà. Donc, ce que je veux qu'on aborde ensemble dans ce podcast, c'est, voilà, après 10 ans d'expérience, qu'est-ce que j'ai constaté, observé, compris, quelle expérience, en fait, je retire de ces 10 ans d'accompagnement auprès de personnes qui voulaient différentes choses à propos de leur lieu, comme on va le voir ensemble. Quels sont les vrais enjeux, en fait, derrière ça? Quelles sont les erreurs que j'ai constatées, les plus fréquentes, les plus problématiques? Et que si les personnes viennent nous voir assez tôt, on les informe et elles évitent de le faire, mais certaines les vivaient déjà, les avaient déjà faites et donc arrivent en disant je suis dans cette situation et qu'est-ce que je fais, comment je fais? Et du coup, bien sûr, les priorités à identifier, à mener. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je précise que cet épisode, du coup, s'adresse, quel que soit le stade où vous en êtes par rapport à votre lieu, que vous ayez le projet d'avoir un lieu et que vous ne l'ayez pas encore forcément trouvé, que vous l'ayez déjà trouvé mais vous soyez en train de démarrer
ou en train de monter le projet de démarrer, de lancer une activité sur ce lieu que vous avez déjà, ou peut-être sur lequel vous habitez déjà, que vous ayez déjà une activité en cours depuis plus ou moins d'années, ou que vous soyez à un stade de dire, voilà, il y a une activité qui fonctionne, qui tourne, peut-être même depuis assez longtemps, et que vous vous dites, bon, what's next? Qu'est-ce qui vient après? Quelle est ma prochaine étape? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Voilà, tout ce qu'on va aborder là dans l'épisode, ça s'adresse vraiment, quel que soit le stade où vous en êtes au niveau de votre activité par rapport à votre lieu. Les trois choses qu'on va voir, enfin les trois phases de cet épisode, on va d'abord aborder le fait d'être bien clair sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Alors là, je vais parler à un niveau stratégique, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique d'avoir un lieu lié au vivant et d'avoir une activité dessus, enfin de vouloir en gros professionnellement exercer avec un lieu en lien avec le vivant. Donc on va aller creuser un peu ça et on va aller clarifier les choses par rapport à ça pour que vous puissiez vraiment justement clarifier quel est ce que je vais appeler votre vrai projet, d'accord? Et ses implications, ses objectifs, ses priorités. Donc on va parler de ça en premier, sur la première partie. Ensuite, je vous donnerai quelques éléments en second sur les différents types d'activités qui sont possibles sur les lieux liés au vivant. Alors ça n'a pas vocation à être exhaustif ce que je vais vous partager, mais déjà ça va vous donner un bon tour d'horizon par expérience et vous allez certainement y reconnaître peut-être des activités que vous faites déjà ou les activités que vous avez en projet et ça va aussi potentiellement vous ouvrir sur des perspectives, des réflexions que vous aviez peut-être pas forcément eues, que vous aviez pas forcément vues. Alors je vous dis tout de suite, attention, voilà, je vous partage ça en conscience parce que stratégiquement je pense que c'est très important pour que vous puissiez avoir de la clarté et que vous puissiez prendre ce que j'appelle prendre l'hélicoptère et avoir une vue d'en haut, une vue stratégique de vos activités ou de votre projet. Par contre, attention à la dispersion, attention à la dilution des ressources, hein, je le dis tout de suite. Si vous avez déjà une activité en cours et que vous voulez développer plus l'activité, que peut-être vous voulez faire croître le chiffre d'affaires, avoir plus de clients, attention, peut-être que la solution c'est de diversifier l'activité, mais peut-être pas. Voilà, donc je veux juste mettre des précautions parce que je veux pas vous envoyer au tas, comme on dit, en vous disant ouais, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. Non, 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 c'est pas le sens de mon message, ok? Peut-être que oui, mais attention, avant de dire de sauter ce qu'on appelle en stratégie marketing, d'un objet brillant à l'autre, c'est peut-être pas forcément la solution. Mais en tout cas, je veux vraiment vous donner un panel, un tour d'horizon pour que vous ayez une vision d'ensemble, une clarté stratégique sur qu'est-ce qu'il est possible de faire sur un lieu lié au vivant. Et ensuite, justement, pouvoir décider consciemment et en lien avec les implications, les ressources, etc., eh bien, quelle articulation de pôle d'activité, ou des fois on appelle ça d'atelier, mais de pôle d'activité, moi je préfère l'appeler comme ça, de business unit, d'unité business, et de catalogue, en fait, est-ce que derrière vous voulez proposer sur votre lieu. Donc voilà, on va voir ça ensemble, les différents types d'activités. Et puis enfin, comme je disais, je vous partagerai les erreurs les plus courantes que j'ai pu constater tout au long de ma carrière d'accompagnement des professionnels, des femmes entrepreneurs qui ont un lieu ou qui avaient le projet d'avoir un lieu. Et donc, je vous parlerai à chaque stade de développement, à chacun des 4 stades de développement, eh bien, quelles sont les erreurs les plus courantes et évidemment, comment les éviter, comment faire pour ne pas se retrouver dans des situations problématiques par rapport à ces erreurs. Voilà le menu, voilà le programme. J'espère que vous êtes partante avec moi. N'hésitez pas à prendre un petit carnet pour noter avec vous parce que va y avoir encore plein de choses dans ce que je vais vous partager. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et n'hésitez pas bien sûr à me partager vos retours en commentaire sous l'épisode, à me partager vos feedbacks, vos retours de ce que vous serez dit en écoutant l'épisode. Alors, tout de suite, on démarre donc sur la première partie de ce que je veux vous partager, ce que j'appelle être bien clair sur le vrai projet, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là et pourquoi j'aborde les choses comme ça? Parce que au fil des années, à accompagner mes clientes, nos clientes aujourd'hui au sein de Dreamwell, je me suis rendu compte, en tout cas l'expérience que j'en ai, hein, donc juste pour rappel pour celles qui le savent peut-être pas encore, historiquement, mon cœur de métier, notre cœur de métier et la majorité de nos clientes étaient des femmes entrepreneurs du monde équestre, donc des femmes qui avaient des structures, donc des lieux avec une structure et des plus ou moins grandes infrastructures équestres sur le lieu. Et pas que, hein, et certaines avaient des activités, multi-activités, avec de la production végétale, production animale et autres, hein, donc on va en parler après. Mais ce que je veux dire, c'est que historiquement, ce que j'ai
constaté, ce que j'ai pu analyser à force, entre guillemets, d'accompagner et d'écouter ces femmes entrepreneurs et leurs projets, leurs visions par rapport à leur lieu, par rapport à leur entreprise. La première chose que j'ai constatée, c'est que, alors peut-être que ça va vous parler, peut-être pas, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, dans la majorité des situations, j'ai pu constater que ces femmes, soit avaient acquis leur lieu ou avaient fait en sorte voilà, de pouvoir avoir un lieu ou avaient pour projet de pouvoir acquérir ou en tout cas trouver un lieu sur lequel développer leurs activités parce que en fait, alors je rentre direct, hein, je vais direct en profondeur là, parce que en fait, ce qu'elles recherchaient, alors ce qu'elles me disaient toutes, la phrase récurrente en fait, c'est ça qui m'avait mené à l'analyse. La phrase récurrente qui revenait tout le temps, régulièrement auprès des personnes, c'était « Moi, ce que je veux, c'est vivre au milieu de mes animaux, les voir depuis la fenêtre de ma maison. » Cette phrase-là, vous n'avez pas idée à combien de reprises je l'ai entendue et avec différentes variantes, mais peu ou prou, à chaque fois, au fond, la demande, enfin pas la demande, mais en tout cas le projet profond de la personne, en fait, c'était « Je veux un lieu sur lequel vivre ». Et je veux avoir mes animaux avec moi au plus proche possible, pas dans ma maison quoique, mais juste devant ma fenêtre, pouvoir les voir, pouvoir être avec eux, pouvoir vivre avec eux. Je veux pouvoir être dans la nature, parce qu'il y a les animaux, mais il n'y a pas forcément que les animaux, ou il n'y a pas toujours les animaux. Mais voilà, en tout cas, je veux être dans la nature, dans un espace, dans un environnement choisi. Donc ça s'applique, voilà, pouvoir avoir ses animaux, ses proches, sa famille, pour celles qui ont des enfants, un conjoint ou une conjointe, etc. Et aussi cette notion de, alors ça c'est moi qui le dis, elle le disait pas forcément comme ça, mais je les ai accompagnés à le conscientiser, cette notion en fait de pouvoir sélectionner les personnes avec qui elles entrent en relation, que ce soit leurs clientes, enfin voilà, les personnes qui rentrent sur leur lieu. Des fois, elles n'arrivaient pas forcément à le faire en termes de posture, en termes justement, elles avaient des gros problématiques. On a beaucoup de clientes qui ont des problématiques justement de positionnement par rapport à leurs clients ou clientes, de dire non, de poser leur cadre, de poser leurs limites, etc. Mais en attendant, au plus profond, justement, ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, leurs besoins profonds et leurs projets profonds, c'est je veux un lieu à moi, ou en tout cas qui est un espace sur lequel je peux poser mon cadre, je peux poser mes limites, même si des fois j'ai du mal à le faire, et dans lequel je choisis, je sélectionne les êtres vivants qui sont présents, que ce soit les animaux, les humains, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, leur recherche profonde, c'était, et c'est toujours, hein, parce que c'est vraiment les personnes qu'on accompagne, c'est d'avoir un espace sécure, de se créer en fait un espace sécure et que cet espace sécure soit matérialisé par un lieu physique et un lieu de vie et dans lequel elles peuvent du coup déjà, elles, se créer des conditions dans lesquelles elles se sentent bien. Et lorsqu'elles ont ça, très vite vient l'envie de contribuer, l'envie de partager, l'envie d'être en lien avec des animaux, avec la nature, et du coup, dans ces conditions-là, dans ce cadre-là, être en lien avec d'autres personnes, d'autres humains et humaines, et pouvoir partager, transmettre de différentes manières. Partager, transmettre, évidemment, il y a dans le fait d'accompagner, dans le fait de proposer des prestations de services d'accompagnement, mais pas que, ça peut être partager des produits de qualité, que ce soit des produits animaux, de l'élevage par exemple, des poulains, que ce soit des produits issus de la culture végétale, y compris des produits transformés, créés sur le lieu, etc., des produits d'artisanat, bref. Mais en tout cas, il y a vraiment cette envie de créer un lieu, d'abord pour elles, et vraiment de manière reliée, de pouvoir faire bénéficier, enfin disons être en lien, connecté à d'autres personnes, à d'autres êtres vivants, grâce à cet espace, grâce à ce lieu. Ça, c'est ce que j'ai vraiment, enfin c'est vraiment ce que j'ai constaté au fil de toutes ces années, de toutes les personnes qu'on a accompagnées, c'est très 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 présent, c'est vraiment ce qui est majoritairement la demande, le projet, en tout cas de toute une partie de nos clientes, pas toutes, hein, puisqu'il y a aussi des indépendantes qui n'ont pas forcément de lieu, mais par contre qui ont vraiment cette envie d'être en lien, de transmettre, de faire partager leurs connaissances, leurs compétences pour contribuer à d'autres personnes, et elles n'ont pas forcément besoin ou elles n'ont pas forcément l'envie de le matérialiser à travers un lieu. Donc on les accompagne tout autant avec grande joie et grand plaisir et tout ce qu'il faut comme outil. Mais voilà, historiquement, il y a vraiment cette notion de lieu physique, géographique. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais aller à un cran plus loin. Là, on était plus sur l'analyse, on va dire, un peu psychologique du sujet, du pourquoi le lieu.
Et maintenant, je vous invite dans une vision un peu plus rationnelle, un peu plus, comment dire, analyse, stratégie et business, on va dire. La chose que je veux amener ici, alors peut-être que vous l'avez déjà en tête, que c'est déjà hyper conscient, et tant mieux, c'est très bien, mais par expérience, c'est loin d'être le cas de la majorité des personnes qu'on a accompagnées jusqu'à présent et qu'on continue d'accompagner dans Dreamwild. Donc, je vais vous partager, voilà, une lecture aussi de votre activité, de votre projet peut-être, pour bien conscientiser de quoi on parle, qu'est-ce qui est impliqué, et du coup, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en fait pour la suite. La chose que je veux partager ici, c'est qu'à partir du moment où il y a un lieu, donc en l'occurrence, encore une fois, hein, de l'expérience que, donc nous, l'expérience qu'on a dans Dreamwell, c'est vraiment des lieux en lien avec la nature, en lien avec le vivant. Et donc, en général, alors il y a toujours des différences, des exceptions, etc. Mais en général, le projet, alors quand je dis projet, c'est pas forcément quelque chose qui n'existe pas encore. Projet, c'est l'entreprise, ce qui est en, enfin disons ce qui est en vie, quoi, d'accord, ce qui est en développement. Ok. Le projet, en général, il implique deux choses quand on est sur une activité avec un lieu. Il implique d'une part le lieu à proprement parler, donc le lieu physique, qui en général se compose d'une certaine surface de terrain et de terre. Hein. En général, il y a des terres agricoles de plus ou moins grande taille. Hein. On a des clientes qui ont quelques hectares à des clientes qui ont des dizaines, voire des centaines d'hectares. Donc voilà, alors, des dizaines en tout cas, on en a un certain nombre qui ont des dizaines d'hectares, jusqu'à des centaines d'hectares. Et donc voilà, donc souvent en fait il y a en tout cas ce qu'on appelle du foncier, donc du terrain et souvent du coup du terrain agricole de différentes sortes avec des prés, des terrains cultivables, des forêts, etc., etc. Donc il y a du foncier avec des terres et qui sont souvent des terres agricoles, et puis en général de l'immobilier, c'est-à-dire de la construction dessus, que ce soit une maison d'habitation et ou des gîtes ou des structures, des lieux d'accueil, etc. Et ou des infrastructures. Donc des infrastructures pouvant être des hangars, des infrastructures équestres en l'occurrence, parce que encore une fois c'est ce qu'on connaît depuis très longtemps, donc avec des écuries, manèges, carrières, ondes longes, plein de choses comme ça. Et encore une fois, beaucoup de types d'infrastructures d'accueil aussi, d'hébergement, on va en parler après. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que quand vous êtes sur un projet avec un lieu, il y a en fait, pour une part, la partie foncier et immobilier, d'accord? Et ça, en général, alors encore une fois, là, je généralise un peu, c'est pas le cas pour toutes. Toutes n'ont pas un lieu en tant que propriétaire. Hein. On a accompagné aussi tout un certain nombre de clientes qui n'étaient pas forcément propriétaires du lieu, qui étaient en location sur le lieu, et c'est complètement ok aussi. C'est juste que stratégiquement, il faut le mener différemment. Ça a des influences sur un certain nombre de choses. Il faut en être consciente. Enfin voilà, faut aborder le sujet un peu différemment. Enfin, disons que c'est pas les mêmes stratégies. Il faut juste le savoir et faire les choses de manière bien claire et bien alignée justement par rapport à vos objectifs. Bref, mais pour toute une part, en fait, souvent le projet c'est un projet d'investissement, ce qu'on appelle techniquement un investissement patrimonial, où il y a donc un investissement dans le foncier, un investissement dans l'immobilier, et ça c'est une chose, d'accord? Et sur ce lieu foncier et immobilier, ensuite, ou en tout cas en parallèle de cet investissement patrimonial, l'enjeu, c'est de mettre ce qu'on appelle une activité d'exploitation sur le lieu. Donc une activité qui va générer de la valeur ajoutée, plus exactement, qui va générer ce qu'on appelle de la création de valeur pour pouvoir, en général, donc souvent le montage, hein, la mécanique, souvent c'est de créer une activité d'exploitation qui va à minima subvenir aux besoins du lieu, c'est-à-dire à minima payer les frais de détention du lieu, du foncier, des infrastructures, l'entretien, les travaux, etc. Voilà, il y a toutes sortes de conformations. Hein. Il y a des personnes qui, par exemple, sont double actives et veulent que l'activité d'exploitation sur le lieu serve en gros à entretenir le lieu, à payer les crédits immobiliers, etc. Et des fois, elles travaillent par ailleurs à côté ou pas. Enfin, c'est pas la majorité. Hein. La plupart des personnes qu'on accompagne veulent une activité d'exploitation qui, à la fois, leur permet de capitaliser d'un point de vue patrimonial et leur permet aussi d'assurer leur niveau de vie, de se rémunérer, etc. Mais je vous dis un peu les différentes conformations qu'on accompagne et auxquelles on a déjà apporté des solutions d'accompagnement. Donc la première chose que je voulais que vous puissiez conscientiser et clarifier, c'est vraiment cette notion de, d'une part, la partie investissement patrimonial avec du foncier enfin en général, et de l'immobilier, de différentes formes, etc. Et donc le foncier qui est souvent agricole. Et
de l'autre côté, une ou plusieurs activités d'exploitation. Alors quand je dis une ou plusieurs, il peut y avoir une ou plusieurs sociétés, ou en tout cas structures juridiques, pour être plus juste, ou il peut y avoir une seule structure juridique d'exploitation qui contient plusieurs pôles d'activité. Ça va, vous me suivez toujours? On s'accroche? Ok. Donc, évidemment, c'est plus facile quand on le travaille ensemble avec des schémas et que je vous pose tout ça sur des documents partagés et qu'on schématise la structuration, etc. Mais voilà. Bien, donc une fois que déjà on a clarifié ça, parce que ça c'est hyper important que vous le conscientisiez si c'était pas encore le cas ou si vous êtes en cours de développement d'un projet ou de lancement d'un projet, parce que ça a des implications importantes pour vous en tant que entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeante de vos activités et de votre projet, parce que tout ça c'est important de l'avoir en tête, parce qu'il y a des mécaniques, il y a des dynamiques et il y a du pilotage de tout ça qu'il est très important de conscientiser et d'être capable derrière de piloter, de faire des choix, de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles. Voilà. Donc ça, c'était la première partie que je voulais vous partager pour qu'on soit bien clair de quoi on parle quand on parle d'un lieu du vivant, un lieu d'activité avec le vivant. Qu'est-ce que ça implique? Maintenant, on va se concentrer plus sur la partie activité d'exploitation, d'accord? Et je vais vous partager dans les grandes lignes, alors il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais dans les grandes lignes, je vais vous partager globalement de mon expérience les différents principaux pôles d'exploitation que l'on rencontre au niveau des entrepreneurs qu'on accompagne, que vous ayez une vision un peu d'ensemble de ce qui se fait, ce qui peut se faire, que vous puissiez situer aussi vos activités et peut-être les interrogations que vous avez de est-ce que ça je continue, est-ce que ça j'arrête, est-ce que j'ajoute, enfin voilà, que vous ayez une vision d'ensemble. Et ce que je veux vous proposer, c'est la manière dont je les ai structurés et catégorisés pour pouvoir y voir clair justement dans les conceptions de projets et d'activités. Donc le premier pôle que j'ai identifié quand on est, donc là je suis vraiment sur la partie activité d'exploitation. Alors celle-ci elle est un peu hybride parce qu'elle concerne vraiment l'immobilier et le foncier, donc elle est un peu hybride, mais suivez-moi, ça va bien se passer. Donc là, on est sur le premier type d'activité d'exploitation, c'est tout ce qui est lié justement à l'immobilier, au foncier et à l'hospitalité. Donc en gros, c'est comment je fais pour gagner des sous avec donc une activité d'exploitation, c'est comment on crée de la valeur et comment on est rémunéré pour la valeur créée. Ça, c'est le métier d'une entreprise, ok. Donc la première possibilité, le premier pôle, c'est de le faire avec de l'immobilier, du foncier et ce qu'on appelle le champ de l'hospitalité. Donc c'est toutes les activités qui sont basées sur la détention et l'exploitation d'un lieu, d'accord? Parce que le lieu, vous pouvez vivre dedans, c'est votre maison, c'est votre résidence principale, mais ça crée pas de valeur. Ça, c'est une charge, c'est une dépense, ok? Certes, vous capitalisez en remboursant l'emprunt tous les mois ou tous les ans, mais ça ne crée pas de valeur, ok? Ça vous permet de vivre, mais ça n'est pas un actif, ça ne crée pas de valeur. Par contre, à partir du moment où avec votre foncier et ou vos infrastructures et ou votre immobilier, vous commencez à générer de l'argent, vous commencez à facturer une utilisation finalement de ce lieu, vraiment là du côté foncier ou immobilier du lieu, eh bien là ça devient une activité d'exploitation, ça devient un actif, et là du coup vous pouvez commencer à générer des rentes, et en plus le truc magnifique là-dedans c'est que c'est assez passif, pas complètement évidemment, mais c'est en général plutôt passif puisque ça ne dépend pas de votre temps. En tout cas pas directement, et c'est des choses que vous pouvez plutôt assez facilement déléguer. Dans les grandes lignes, sur ces types d'activités, on est tout ce qui est autour de la pension et du gardiennage, donc de chevaux, de matériel, de véhicules, enfin chevaux, animaux évidemment, matériel, véhicules, etc. Il y a tout ce qui est autour de l'hébergement en location courte ou longue durée. Il y a tout ce qui est l'accueil de public, donc pour des manifestations, pour des événements, etc. Alors on va en reparler après de l'événementiel, mais en tout cas voilà, de l'accueil de public ou tout ce qui est ferme pédagogique, etc. Et puis il y a la pure et simple exploitation foncière patrimoniale, c'est-à-dire mettre à disposition des bails, du fermage, de l'usufruit, de la sous-location, etc. Je vais un peu vite, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. En tout cas, ça c'est le pôle d'activité numéro 1, c'est tout ce qui est autour de l'immobilier, le foncier et l'hospitalité. D'accord? On a beaucoup de clientes d'Andreamwell qui, sur leur lieu, ont des possibilités d'hébergement, que ce soit à travers des gîtes, de l'habitat léger, des habitats nomades type yourte, tipi, roulotte, etc., etc. Et c'est un très bon moyen de rentabiliser l'investissement patrimonial que vous faites dans votre lieu. Et en général, c'est vertueux aussi avec votre écosystème d'activité, puisque si par exemple vous faites de la transmission, on va le voir après, ça fait partie des autres pôles d'activité, vous pouvez héberger les personnes sur place et du coup, vous avez ce qu'on appelle dans Dreamwild un parc d'attractions, vous avez un écosystème de prestations qui se répond, qui permet de capter des prospects, des clients par différents axes et qui du coup
coup permettent une multi-consommation. Bref, tout ça, on en parle en détail quand on vous accompagne stratégiquement dans vos conceptions d'écosystèmes et d'offres. Donc, première activité, immobilier, foncier et hospitalité. Deuxième pôle d'activité, donc ça c'est s'il y a une activité donc sur le lieu par exemple, il peut y avoir de la production. Donc c'est toutes les activités qui sont liées à la création ou la transformation de biens tangibles, de biens qu'on peut toucher, qu'on peut avoir dans les mains, qui sont dans la matière, d'accord? Donc il y a toute la production animale, production végétale, transformation artisanale, valorisation du vivant, tout ce qui sont alors c'est pas les intrants, je sais plus là, j'ai oublié le terme technique, mais tout ce qui est autour du compostage, production d'énergie renouvelable, bref, il y a tout ce qui est le vivant. Ça, c'est tout ce qui est autour de la production et transformation. Dans Dreamwild, on accompagne beaucoup de personnes qui ont une activité élevage, par exemple, ou une activité production végétale de toutes sortes, et qui, du coup, soit valorisent en direct les produits, soit pour lesquels il y a derrière, en plus, une étape de transformation des produits de leur lieu, en général de leur ferme, de leur culture. Ou de leur élevage. Donc ça, c'est la deuxième activité, production et transformation. Le troisième pôle d'activité, ça on en a moins, mais on en a quelques-uns, c'est toutes les activités autour du commerce et de la distribution. Donc c'est toutes les activités d'achat-revente et de commercialisation de produits. Donc là, nous, ce qu'on a en général, c'est quand il y a une activité de production et potentiellement de transformation sur le lieu, eh bien en général, il y a aussi potentiellement une activité de commerce et de distribution, donc boutique à la ferme, vente directe, voilà, et ça peut être une boutique physique et ou en ligne, et de la revente ou du dépôt-vente d'autres produits, voilà, de toutes sortes. Et notion de commerce de proximité, donc boutique de producteurs, point de vente à la ferme, etc. Voilà, bon, ça c'est moins notre cœur de métier, mais on en a et on s'est accompagné aussi sur cette partie-là. Et ça se développe enfin, je veux dire, on en a de plus en plus. Historiquement, on était vraiment plus sur le pôle que je vais partager après sur le pôle numéro 4, mais on a aussi la capacité et de plus en plus d'accompagner sur cette partie commerce et distribution de produits directement issus du lieu et ou de partenariat avec d'autres producteurs. Donc voilà, on a vu les trois premiers, et donc là on passe aux 4, 5 et 6. Au total, il y en a 6. Hein. Alors, il existe d'autres choses, on n'est pas sur la totale exclusivité de l'ensemble, mais je vous dis ce qui, de mon expérience, sont au niveau des femmes entrepreneurs du vivant, les principaux pôles d'activité que l'on retrouve et qui se combinent sur les lieux. Le quatrième, c'est les activités d'accompagnement, de formation et de transmission. Donc c'est toutes les activités centré sur la relation, le développement humain, la pédagogie, donc tout ce qui est vraiment autour du lien à l'humain. Donc là, il y a différentes sortes d'activités. Coaching, mentoring, consulting, de la formation professionnelle, de la pédagogie, de l'accompagnement avec l'humain, médiation, thérapie, etc. Plein de choses autour de ça. Donc ça, on a beaucoup d'expérience dans Dreamwild d'accompagner des femmes entrepreneurs, des professionnels qui veulent soit lancer ce type d'activité sur leur lieu, soit développer ces activités-là qu'elles exercent déjà. Voilà, on a beaucoup de clientes qui viennent dans Dreamwild pour être accompagnées par rapport à ça, pour être guidée, modéliser un certain nombre de choses au niveau du métier d'accompagnante, etc., etc. Le cinquième pôle, il est assez lié au pôle numéro 4, mais il est sur un focus beaucoup plus sur le bien-être, la santé et les soins. Donc on est sur les activités centrées sur la dimension humaine, corporelle, énergétique. Et donc là, c'est toutes les activités de soins thérapeutiques, santé mentale, émotionnelle, pratique corporelle, accompagnement, ce qu'on appelle intégratif, donc lié à toutes les dimensions, l'holistique, etc. Ça, en soi, c'est des activités, un peu comme les activités d'accompagnement, c'est des activités qui seraient pas forcément, comment dire, c'est pour ça qu'on a des clientes qu'on accompagne qui n'ont pas forcément un lieu et qui n'ont pas forcément le projet d'avoir un lieu, parce que les activités d'accompagnement, formation et transmission, donc le pôle numéro 4, et les activités bien-être, santé et soins, le pôle numéro 5, ne nécessitent pas forcément d'avoir un lieu propriétaire. On n'est pas obligé, on peut les exercer à différents endroits. Donc c'est pour ça qu'on sait aussi accompagner les professionnels qui n'ont pas forcément un lieu, mais qui veulent développer leurs activités, quel que soit le stade, sur ces types de prestations, de pôles d'activités. Mais par expérience, historiquement, notre cœur de métier, ce sont les personnes qui ont leur lieu et qui veulent en général justement notamment développer, implanter, amplifier ce type d'activité autour de l'accompagnement, de la formation, de la transmission et ou du bien-être, de la santé, du soin sur leur lieu qu'elles ont déjà ou qu'elles sont en train d'acquérir ou qu'elles veulent acquérir dans leur projet. Donc ça, c'est le pôle numéro 5. Et le pôle numéro 6, c'est ce que j'appelle le pôle événementiel et expérience. Donc c'est les activités centrées sur de l'organisation d'événements.
Ça peut être des spectacles vivants, des événements professionnels, des événements grand public, des expériences immersives, touristiques, sportives. En tout cas, voilà, il y a un lieu sur lequel on organise des choses, pour la faire courte, et avec différents angles, différentes thématiques, que ce soit touristique, culturel, ludique, animation, bref, plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. On accompagne aussi dans nos clientes beaucoup de personnes qui ont une part d'activité sur leur lieu, dans leur écosystème de prestations, qui ont ces aspects événementiels et expériences. Voilà, donc on a vu les 6 principaux pôles d'activité liés au lieu, liés au foncier, enfin liés pardon au lieu sur lequel il y a un foncier, de l'immobilier de différentes tailles. Encore une fois, on a de tout, des clientes qui ont juste des prés, des terrains avec parfois un habitat léger dessus, un mobil-home, etc., jusqu'à de magnifiques domaines, de magnifiques lieux à couper le souffle avec des grandes terres et des maisons avec des gîtes, avec des grandes infrastructures. On a vraiment toutes les tailles dans Dreamwild et c'est magique, c'est magnifique. Donc voilà. Donc je rappelle les 6 pôles d'activité. Le premier, c'est immobilier, foncier et hospitalité. Le deuxième, c'est production et transformation. Le troisième, c'est commerce et distribution. Le quatrième, c'est accompagnement, formation et transmission. Le cinquième, c'est bien-être, santé et soins. Et le sixième, c'est événementiel et expérience. Voilà, donc ça, c'est tous les pôles d'activité, en tout cas les principaux que vous pouvez mettre en place, développer, combiner sur votre lieu pour avoir donc ce qu'on appelle une activité d'exploitation qui permet bien, de faire vivre votre investissement patrimonial et qui vous permet, vous, de vivre en dégageant du coup une rémunération, un salaire. Alors on va pas l'appeler salaire, parce que quand vous êtes dirigeante, c'est pas un salaire, mais en tout cas en vous dégageant une rémunération sur laquelle ensuite vous pouvez là aussi investir, placer, parce que c'est hyper important, il faut vivre, mais il faut aussi investir et faire fructifier son argent. Il y a 3 stades dans le pilotage financier, je vous le partage là. Le gagner, le gérer et le faire fructifier. Notez bien ça, c'est essentiel, ça va changer votre vie. Allez, j'arrête de faire des digressions, je reviens sur le sujet. La troisième chose que je voulais vous partager sur ce sujet des lieux liés au vivant, eh bien, ce sont les erreurs les plus courantes que j'ai rencontrées jusqu'à présent aux différents stades de développement. Alors, il y en a plusieurs, il y en a bien sûr d'autres, mais je vous donne les principales, celles qui me semblent vraiment parmi les plus problématiques et qui peuvent avoir des conséquences quand même, de l'expérience que j'en ai, parce que quand les personnes viennent me voir et me disent je suis dans cette situation-là, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça, et voilà, donc on les prend là où elles en sont, toujours bien sûr, avec plein d'amour et de bienveillance et aucun jugement, jamais. Et on les accompagne en fonction de la situation. Mais le plus tôt elles viennent poser la question, elles viennent mettre de la clarté, et le plus tôt on peut les accompagner à conscientiser les choses et puis les guider sur les priorités et ce qui va vraiment faire la différence, et forcément le mieux. Donc je vais parler des 4 stades de développement. Je vais commencer par les personnes qui ont le projet d'avoir un lieu mais qui ne l'ont pas encore. Donc c'est un projet, alors c'est un projet actif, parce que il y a celles qui l'ont en projet quelque part dans la tête, mais que c'est pas encore le moment. Ça c'est complètement ok. Du coup vous êtes plutôt dans le groupe de celles que je disais qui n'ont pas de lieu et soit qui n'en veulent pas ou pour qui c'est pas le moment. Donc là on est plutôt sur développer les activités en tant qu'indépendante, en tant que freelance, ou en tout cas des activités où vous n'avez pas vos infrastructures à vous, et c'est complètement ok, c'est complètement possible. Encore une fois, on a plein de clientes qui se débrouillent très bien et qui vivent de leur activité sans avoir leur lieu, leur infrastructure. Mais je vais me concentrer sur les personnes qui veulent avoir un lieu et qui sont vraiment actives sur ce sujet-là pour clairement chercher le lieu, trouver le lieu. L'erreur la plus courante que j'ai vue encore et encore et encore dans les personnes qu'on accompagne, c'est le fait de démarrer une activité, donc démarrer les activités d'exploitation, etc., sur un lieu qui a été... Alors, disons, les personnes cherchent un lieu, mais en fait cherchent, sans s'en rendre compte, un lieu coup de cœur, et n'ont pas réellement planifié, structuré, ne se sont pas posé les vraies questions profondes, stratégiques de fond, en fait, sur elles, sur leur vie, sur leurs objectifs, et donc sur quelle serait l'entreprise et donc le lieu véhicule au service de mes objectifs de vie. Et du coup, vont plutôt d'abord chercher un lieu, et en fonction du coup de cœur, derrière vont essayer
de faire rentrer tant bien que mal, d'empacter là-dedans. Comme vous savez, il y a une forme et puis on essaye de rentrer un truc dedans et on aplatit les coins, voilà, pour essayer, je sais plus, il y a un mot pour ça, mais je m'en souviens plus là tout de suite. Mais voilà, vont visiter des lieux, certes, vont avoir quelques critères, mais qui sont des critères en général plutôt émotionnels, enfin, c'est des critères qui sont conscientisés, mais jusqu'à un certain point et sur certains niveaux, mais qui n'ont pas forcément été vraiment conscientisés d'un point de vue entrepreneurial, exploitation, financier, etc. Et donc, les personnes ont des critères, mais vont chercher un lieu plutôt, en fait, pour elles, pour y vivre, pour être bien, plutôt principalement à titre personnel. Et il y a quand même un certain nombre de fois où il n'y a pas forcément la réflexion qui est menée aussi jusqu'au niveau entrepreneurial pour que tout ça, ça soit un véhicule au service de mes objectifs, de ma vie, de mes rêves, de mes projets, etc. Voilà, d'un point de vue exploitation entrepreneuriale, à quoi il faut que ça ressemble, qu'est-ce que l'entreprise va avoir besoin, et donc le lieu, il faut qu'il réponde à quels critères. Et donc, ce que je veux dire, c'est que très souvent, on se retrouve avec des personnes qui cherchent un lieu et choisissent un lieu en mode coup de cœur, en mode ah ça nous a plu ou ça m'a plu, ici je me sens bien, mais derrière le lieu n'a pas ou pas complètement les moyens, le potentiel pour réaliser le projet d'exploitation qui est potentiellement nécessaire pour que la personne atteigne ses objectifs de vie, ses ambitions, etc. Par exemple, un exemple tout basique par rapport à ça, c'est la question de ce qu'on appelle en marketing technique la zone de chalandise. La zone de chalandise, ça veut dire le périmètre géographique de livraison de vos prestations. En l'occurrence, si par exemple vous êtes sur un lieu où il y a une boutique où les clients doivent venir, etc., etc., à un moment les clients, alors il y a plein d'exceptions partout, hein, on a vu de tout dans Dreamwell, mais en général, les clients, il y a un certain temps de route par exemple qu'ils vont faire pour venir consommer soit les produits, soit les prestations, soit les services, etc. S'il y a besoin, en effet, de venir sur le lieu. Alors, ça dépend complètement des stratégies, hein. On a de tout dans Dreamwell. On a des personnes qui ont des clients qui traversent la France, voire l'Europe, pour venir chez eux, faire par exemple un séjour, etc. Ça, on en a plusieurs. Ça existe, c'est possible, d'accord? Mais ça requiert un certain nombre de choses, ça requiert une stratégie, ça requiert un positionnement, bon, ça requiert plein de choses. Mais si, par exemple, vous voulez faire de la pension pour animaux, et ben en fonction du positionnement de la stratégie, vous allez potentiellement avoir besoin d'être sur une zone de chalandise plutôt aux alentours de chez vous. Ça dépend. Encore une fois, là aussi, on a des personnes qui ont des gens qui traversent la France pour leur amener leurs chevaux en pension et qui leur laissent et qui viennent les voir pendant 4 semaines par an. Ça existe, d'accord? Mais encore une fois. Bref, tout ça pour dire que attention au lieu que vous choisissez par rapport aux activités d'exploitation que vous prévoyez d'avoir sur ce lieu. Parce que on a aussi des clientes qui, voilà, ont choisi un lieu, veulent mener une activité d'exploitation, quand on creuse avec elles sur la partie stratégique, etc., veulent mener une activité d'exploitation qui fait sens pour elles, qui les épanouit et qui est vraiment ce qu'elles veulent pour leur prochaine étape de croissance. Et par contre, là où est situé le lieu, ben, en termes de clientèle aux alentours, c'est compliqué. Peut-être en termes de pouvoir d'achat, peut-être en termes d'accessibilité, etc. Et donc, à un moment, bon, ben, comme je dis toujours, aller vendre des maillots de bain au pôle Nord, je sais pas si c'est impossible, mais en tout cas, c'est difficile. Voilà, c'est un exemple hein, avec humour, mais voilà. Donc tout ça, c'est des aspects vraiment marketing, stratégiques, que, encore une fois, par expérience, les personnes ne se posent pas forcément la question, ou des fois ça leur effleure, ou des fois elles essayent, mais elles n'ont pas forcément les outils, les connaissances, les compétences pour vraiment mener une réflexion stratégique avant de choisir d'acheter le lieu, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, c'est un projet de vie, c'est souvent ça aussi, hein, il y a cet amalgame projet entrepreneurial, projet de vie, qui est magnifique, qui est magique, hein. Moi, vous me verrez jamais critiquer ça, au contraire, pour moi, ça fait très sens. Voilà, la vie professionnelle, la vie personnelle, moi, j'ai jamais su faire la distinction. Mon entreprise, ça fait partie de ma vie, c'est l'expression de mon chemin de vie. Enfin voilà, c'est pas moi qui vais vous dire oui, il faut avoir une vie pro et une vie perso, jamais. Mais en tout cas, par contre, faut être consciente que, encore une fois, mener une entreprise, mener une activité entrepreneuriale, ça requiert un certain nombre de choses, ça requiert des cadres, ça requiert des outils, ça requiert une vision des choses. Enfin, il y a des règles en fait à un moment. Il y a des règles dans l'entrepreneuriat, il y a des règles dans la société dans laquelle on vit, bref. Et donc, à un moment, faut connaître ces cadres parce que sinon, bah, si on les prend pas en compte, ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus difficile, on galère beaucoup plus, on a beaucoup plus de chances d'avoir du mal et parfois de pas y arriver. Et donc, ben, plus on peut se clarifier, se simplifier la vie et enlever un maximum de friction, de difficultés au départ, ben, encore une fois, le mieux, le plus rapide et dans les meilleures conditions, on accomplit ce qu'on veut accomplir. Voilà, donc ça, c'était sur le premier niveau, quand vous avez le projet de vous installer sur un lieu, d'acquérir un lieu.
peut-être un nouveau lieu, peut-être que vous en avez un et que vous vous apprêtez à le revendre et d'aller dans un autre endroit. Je vous invite vraiment, vraiment à vous poser toutes ces questions stratégiques en amont et à avoir une approche vraiment professionnelle, entrepreneuriale. Ça n'empêche pas d'aller regarder les critères personnels de lieu de vie, etc. Mais il faut vraiment aller mettre les deux parce que sinon, trop de personnes, en tout cas de mon expérience, choisissent le lieu par coup de cœur personnel et derrière essayent d'y faire entrer un projet entrepreneurial et ça peut parfois être très compliqué. Ou en tout cas impliquer des choses qui complexifient et qui alourdissent vraiment les choses. Donc ça, c'est la première étape quand vous en êtes à ce stade-là. Si vous avez déjà votre lieu, si vous venez justement de choisir d'acquérir votre lieu ou que ça, voilà, on a aussi beaucoup de clientes pour qui les lieux, c'est une transmission patrimoniale familiale et c'est complètement ok, hein, c'est très bien, tant mieux, c'est génial. Et donc du coup qui vont potentiellement voilà reprendre un lieu qui appartenait peut-être dans la famille, aux parents, aux grands-parents, il y a un projet qui se monte sur ce lieu familial et que la femme entrepreneur reprend, devient dirigeante de ce lieu-là. Et bien là, donc le lieu est déjà là, donc là, on se pose pas la question de lequel on prend, c'est celui-là, et c'est très bien. Et encore une fois, il y a plein de choses géniales, et on a accompagné et on accompagne plein de femmes qui montent, qui lancent des projets sur des lieux, et ça se passe très très bien. Donc vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc quand il y a déjà le lieu, là où il faut faire attention, les erreurs les plus courantes que je vois, c'est les personnes qui, alors soit ne font pas du tout de... Alors j'aime pas du tout ce terme, et dans Dreamwell on ne l'appelle pas comme ça, mais je vais parler de ça parce que c'est ce qui est le plus connu, c'est le terme usité habituellement, le business plan, d'accord? Alors bon, moi je vais vous parler plutôt d'un plan stratégique et d'un plan opérationnel, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs qui, soit par manque de connaissances, de compétences, et c'est ok, encore une fois, pas besoin de se flageller, pas besoin de se juger là-dessus, on peut pas tout savoir, on part de là où on en est, enfin voilà, dans Dreamwell, nous, il y a aucun, voilà, il y a vraiment aucun jugement là-dessus, mais non, justement, pas les connaissances, pas les compétences, et se retrouvent, encore une fois, par situation familiale, opportunité, etc., et c'est très bien, et tant mieux, encore une fois, c'est génial, à avoir l'opportunité de réaliser leurs rêves, d'avoir un lieu, soit de l'acquérir, soit de pouvoir exercer dessus, etc., et partent, en fait, le cœur au vent, en mode j'y vais, je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie, ou je fais ce qu'on me dit de faire, mais c'est pas du tout conscient, c'est pas du tout clarifié, etc. Et là, ça, c'est très compliqué. Et en général, c'est là qu'elles viennent toquer à la porte de Dreamwell en disant soit j'ai peur, je sais pas comment je vais faire, soit je suis en train d'essayer de le faire, j'y arrive pas, soit ça fait longtemps que je le fais et je galère. Voilà. Mais en tout cas, à ce stade, en gros, je ressens sur quand vous démarrez, quand vous vous apprêtez à lancer sur un lieu qui est là, qui est existant, que vous savez, vous connaissez votre lieu, souvent l'écueil, c'est soit les personnes n'ont pas en fait une approche entrepreneuriale, une approche stratégique, encore une fois, par manque de connaissances, de compétences ou de conscience du sujet, soit elles le font, mais elles le font d'une manière, là pour le coup, très rationnelle, très ce qui est enseigné dans les organismes d'accompagnement dits classiques, donc où on leur balance un fichier Excel, tiens, remplis un business plan, et du coup, elles ne savent pas, elles ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas accompagnées à titre vraiment elles-mêmes en tant qu'humaines, en tant que femmes, en tant que dirigeantes, dans leur casquette métier, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour elles, qu'elles soient vraiment claires sur tout ça, très alignées, très confiantes, bref. Et donc du coup, elles vont mettre des chiffres dans un tableau, mais sans vraiment trop savoir. Quand on va leur demander les tarifs, en fait, qu'est-ce que la plupart font? Je vous parle d'expérience, hein, encore une fois, là, c'est année après année après année d'avoir eu tellement de femmes qui sont venues quand je leur dis comment t'as fixé ton plan, là, tes tarifs et tout ça, notamment par exemple sur les exemples des structures de pension. Les personnes me disent j'ai regardé ce qui se faisait autour et puis je me suis mis à peu près au milieu parce que je me suis dit que je voulais pas me mettre trop au-dessus parce que je me sens pas assez légitime, mais je veux pas me mettre trop en dessous parce que quand même je sais que ce que je fais c'est du bon boulot. J'ose pas le dire, mais je veux pas non plus trop dévaluer parce que quand même je sais que je vais bosser dur et donc je me suis mis à peu près au milieu. C'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera dans un autre épisode. Mais en tout cas, voilà, il y a cette approche qui est très classique, en gros, sur les organismes qui accompagnent à l'installation. Alors, je crache pas dans la soupe, hein, c'est pas du tout dans une intention de critique, c'est dans une intention de constat que ça fonctionne dans un certain nombre de situations. Ça fonctionne mieux pour les hommes entrepreneurs, cette approche-là. J'en ai parlé dans d'autres podcasts. Mais par contre, pour les femmes entrepreneurs, il y a vraiment, dans ces cas-là, en général, il y a pas du tout de conscientisation de leur vrai cœur de valeur ajoutée, de leur vraie zone de génie, de leur vraie vision
par rapport à pourquoi elles veulent monter cette activité sur ce lieu. Et du coup, ce qui est vendu, c'est je vends des cours, je vends des stages, je vends des séjours, je vends des gîtes, je vends des produits de la ferme, etc. Mais en fait, l'approche marketing, elle est pas du tout bonne, elle est complètement contraire à ce qu'il faut faire. Et elle est trop rationnelle, elle est trop factuelle, elle est trop classique. Et du coup, souvent, ça va vraiment au tas, ça fonctionne pas, parce que derrière, toute la chaîne marketing, voilà, elle est pas bonne, elle est pas différenciante. Elle peut être parfois réfléchie cognitivement, rationnellement, et tant mieux, et heureusement, c'est déjà une base par rapport à celles qui n'ont rien du tout, qui partent sans rien du tout, d'accord? C'est déjà mieux, mais c'est pas suffisant, et surtout, c'est pas ce qui marche avec les femmes entrepreneurs vraiment passionnées de leur métier et en lien, voilà, encore une fois, avec le vivant et ce qui les fait vibrer, ce qui les anime. C'est pas du tout la bonne approche pour choisir stratégiquement la structuration de l'écosystème et puis ensuite opérationnellement marketer les prestations, le catalogue, etc. C'est pas la bonne approche, quoi. Donc attention à ça si vous êtes en train de lancer, si vous avez un lieu et que vous êtes en train de démarrer l'activité, que vous êtes en train de vous dire ouais, je sais pas exactement ce que je vais proposer, comment, je sais pas comment le présenter, je sais pas trop comment fixer mes tarifs, etc. Attention, attention, il y a des manières de faire mais qui sont pas forcément les manières présentées dans la majorité des structures d'accompagnement. Voilà. Le troisième niveau, historiquement, c'est là où on a beaucoup accompagné de clientes. Hein. C'est là qu'on avait beaucoup de demandes sur un peu tous les niveaux, mais particulièrement notamment sur le niveau 2 et sur le niveau 3. C'est les personnes qui ont le lieu depuis déjà un certain temps, qu'elles soient propriétaires, c'est la majorité, mais pas forcément. On a des clientes, encore une fois, qui sont locataires du lieu, soit par des délégations sur des lieux publics qui appartiennent aux mairies, aux communautés de communes, enfin ce genre de choses. Soit qui sont propriétaires, soit qui sont locataires. Des fois, elles sont locataires d'une structure familiale patrimoniale aussi, on en a un certain nombre comme ça. Bref. Mais en tout cas, il y a une activité depuis un certain nombre d'années, que ce soit 2, 3, 5, 10, 15 ans. Et par contre, elles veulent faire évoluer, elles veulent repositionner l'activité. Donc ça, on en a eu beaucoup, notamment, encore une fois, historiquement, Dreamwild était particulièrement spécialisé dans le monde équestre. Et bon, je fais un petit focus ici, je donne un peu plus d'éléments ici pour celles que ça peut intéresser, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui écouteront ce podcast. Voilà, faut savoir, je la fais très courte, si vous avez des questions là-dessus, contactez-moi, on pourra en parler, mais il faut savoir qu'il y a une crise totale du business model des centres équestres, d'accord? Donc je la fais courte, hein, mais le business model historique des centres équestres, qui existait en gros depuis 20-25 ans, qui est apparu à peu près dans les années, bon en vrai dans les années 80, mais qui a pris son essor dans les années fin des années 90 jusqu'à à peu près les années 2010. Donc il y a eu un peu entre guillemets un âge d'or là entre les 95 2005 et un peu autour du centre équestre, la politique de la fédération. Alors je crache pas sur la fédé, c'est pas mon intention, je suis pas là pour critiquer, mais juste je fais un constat. En fait, hein, il y a une crise des structures équestres, des centres équestres, des poney clubs, des écoles d'équitation, où on était sur plutôt une stratégie de volume. Le cheval, c'est trop génial, donc une démocratisation de l'équitation, une activité de loisir au plus grand nombre, etc. Bon, je la fais très courte, je vais pas rentrer dans trop le détail là. Si vous avez des questions là-dessus, contactez-moi, on en parlera avec plaisir ensemble. Mais aujourd'hui, ce business model-là, il est terminé, il est mort, il ne correspond plus à là où en est la société, il ne correspond plus à la demande sociétale, et donc il y a énormément de structures équestres, de lieux, d'infrastructures qui ont une activité d'exploitation liée au cheval et pour lesquelles un peu la seule option c'était faire poney club, centre équestre, centre d'enseignement de l'équitation, qui sont en crise, qui sont en perte de clients, qui n'arrivent pas à renouveler leur clientèle, à redynamiser leurs activités, etc. Avec vraiment des grosses problématiques. Donc ça, historiquement, en fait, ça a été vraiment notre cœur de demande cliente, en fait. Les personnes qui sont le plus au départ venues nous contacter dans Dreamwild, c'était ces dirigeantes qui voyaient bien, qui par contre étaient un peu visionnaires et qui anticipaient, et qui voyaient bien qu'il y avait une érosion, qu'il y avait un problème, etc. Et qui se disaient, waouh, je vois qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais pas comment. Et certaines ne savaient pas quoi, ne savaient pas comment. Et pour d'autres, avaient une idée, une perspective, avaient déjà cheminé et se disaient, je pense qu'il faut que j'emmène mon entreprise vers là, ou moi je voudrais faire ça. Souvent, ce qu'on voit aussi, c'est la dirigeante qui elle-même a évolué,
Par exemple, sur les structures équestres, on avait beaucoup de dirigeantes qui, historiquement, étaient formées en tant qu'enseignantes d'équitation, monitrices ou instructrices d'équitation, et qui elles-mêmes avaient fait leur chemin. Au début des années 2000, il y a l'équitation éthologique qui est apparue. Elles se sont intéressées, elles se sont formées. Plus récemment, on va dire, ces 10 dernières années, il y a tout le champ du développement personnel autour de la médiation, du bien-être, de la médiation par l'animal, de l'équi-coaching, enfin voilà, de l'équithérapie. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué autour de tout ça. Donc, les dirigeantes elles-mêmes sont allées chercher des solutions, toujours en premier lieu d'abord pour elles-mêmes, avec leur propre cheval, dans leur propre chemin personnel, etc. Dans peut-être des difficultés managériales qu'elles rencontraient. Bref, elles ont travaillé sur elles-mêmes, elles ont cheminé pour elles-mêmes avec leurs chevaux ou dans leur vie en général et dans leur posture de dirigeante. Et du coup, se passe aussi une forme d'écart entre là où en est la dirigeante et là où en est restée encore l'entreprise. Et ça, on en a eu beaucoup aussi dans Dreamwild, des dirigeantes qui, elles, avaient cheminé, avaient évolué, mais derrière, elles avaient des plus ou moins grosses entreprises, des entreprises à plus de 200, 500, plus de 500, 600, 700, 800 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc des belles entreprises, des grosses boîtes, en tout cas des grosses bécanes pour un lieu en lien avec le vivant, et qui du coup avait un paquebot derrière et que elle n'était plus du tout alignée avec là où en était le positionnement, le catalogue, etc. Mais qu'elle savait pas du tout comment mener cette transition, comment mener cette évolution. Donc voilà, à la fois ce côté de dire ouais, je vois que stratégiquement les choses ont évolué. Enfin voilà, le marché a évolué. Je vois bien qu'il faut que le business model de mon entreprise doit évoluer. Et aussi, moi, j'ai évolué, je voudrais réaligner mon entreprise par rapport à là où moi j'en suis en tant que dirigeante, mais comment faire? Je sais pas comment mener ça, j'ai peur. Et voilà, c'est ce que je veux dire en fait sur ce niveau-là. Ce troisième niveau, c'est que l'expérience que j'en ai, le principal écueil, la principale erreur de la dirigeante, c'est qu'elle reste bloquée trop longtemps. Elle reste seule dans sa bouteille trop longtemps. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, le soi forte, voilà, mais je me suis débrouillée, j'ai mené ça, j'ai réussi à développer ça jusque-là, parce que voilà, c'est des femmes qui ont mené des entreprises, qui ont déjà un niveau entrepreneurial, qui sont déjà leaders, qui sont déjà dirigeantes. Par contre, à un moment, et c'est normal parce que ça, on le vit toutes, on a tout notre principe de Peter, là, on touche toutes à un moment notre plafond, à un moment, d'accord, mais qui est dépassable. Mais voilà, on a toutes des paliers, on a toutes des caps, et là, à un moment, ça commence à devenir trop, et elle reste trop longtemps à vouloir essayer de faire seule, à trouver les solutions seule, à se sentir vraiment très seule en tant que dirigeante capitaine du paquebot, là, parce que en fait, elles ont très très peur de comment mener la transition. Elles voient pas, elles savent pas, et c'est normal, parce que, encore une fois, quand on est dans notre bouteille, on peut pas en lire l'étiquette, et que quand on en est à ce stade-là, l'enjeu, c'est que vous avez besoin d'être leader de la transition. Et pour que vous puissiez leader la transition, il faut que vous puissiez inspirer confiance et sécurité aux personnes qui sont sur le paquebot, d'accord? Donc vos équipes et vos clients, etc. Et pour que vous, en tant que capitaine, en tant que leader, vous puissiez inspirer confiance, enfin c'est pas donner confiance, mais c'est montrer la voie, mener le chemin et que les personnes aient assez confiance pour vivre cette transition, parce que ça inclut une courbe du deuil, ça inclut beaucoup beaucoup de choses dont voilà, on peut vous en parler, c'est vraiment notre cœur de métier dans Dreamwild d'accompagner ça. Et en fait, le problème, c'est que la leader, avant de pouvoir mener les autres, ça j'en parlerai dans un autre épisode de podcast qui viendra bientôt, mais avant de pouvoir mener les autres, il faut déjà qu'elle puisse se mener elle-même. Et donc si vous-même en tant que leader, vous n'êtes pas déjà sécurisé, vous n'êtes pas clair sur là où vous allez, vous n'êtes pas complètement aligné, complètement sécure de ce que vous voulez faire, etc., et ben forcément, vous pouvez pas avoir le leadership, le rayonnement pour emmener les autres et pour mener cette transition. Donc ça, on a l'habitude dans Dreamwild vraiment d'accompagner ça depuis des années. Ça a été notre cœur historique. On a accompagné énormément de structures équestres à mener cette transition et de dirigeantes à mener cette transition, à savoir comment se positionner, comment en informer les clientes, parce que souvent il y a la peur normale, légitime, de perdre tous les clients ou de perdre beaucoup de clients, que l'équipe ne comprenne pas, enfin voilà, beaucoup beaucoup de choses. Et en effet, elles ont raison de se poser ces questions-là, parce que oui, ça nécessite un accompagnement du changement. Oui, ça nécessite un accompagnement du deuil. Donc, ça demande du leadership et ça, ça s'invente pas non plus, voilà. Et encore une fois, plutôt que de vouloir être en mode sois forte et savoir tout faire toute seule, réinventer l'eau chaude et la poudre toute seule, alors c'est possible, vous pouvez y arriver, mais ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, plus de risques. Donc voilà, attention à ça.
Et dans ces cas-là, quand vous en êtes à ce niveau-là, moi vraiment je peux vraiment pas vous dire autre chose. Et alors que ce soit avec Dreamwild ou ailleurs, c'est pas le sujet, mais faites-vous accompagner. Vraiment faites-vous accompagner parce que ne restez pas seul dans votre bouteille, ne cherchez pas à tout mener toute seule. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Alors que en allant être accompagné par des personnes qui vont vous permettre de vous sécuriser, de vous aligner et aussi d'aller dans des environnements, dans des univers, dans des communautés où vous allez être au contact d'autres dirigeantes dans des métiers similaires, etc., qui sont plus avancés dans le chemin, qui ont mené déjà la transition ou qui sont en train de le faire et qui sont plus sécures sur d'autres éléments, etc., ça va tout changer. Vous allez gagner un temps, une énergie incomparable, quoi. Donc, quand vous en êtes à ce stade-là, ne restez pas bloqué trop longtemps, ne cherchez pas à faire toute seule trop longtemps, parce que c'est délétère pour votre entreprise, c'est délétère pour vous, parce qu'en général, le burn-out, il flirte, il est pas loin. Donc, attention à ça. Ça, c'est pour le 3e niveau, quand vous voulez faire évoluer, repositionner et ou amplifier les activités qui existent déjà. Et enfin, le 4e et dernier niveau, en fonction de votre lieu, c'est les personnes qui ont un lieu déjà, qui ont un lieu avec une activité ou plusieurs, hein, mais en tout cas un ou des pôles d'activité qui fonctionnent, qui tournent, elles ont monté un actif, ça tourne, ça leur permet de vivre, voilà, en fonction de leurs ambitions, hein, chacune, encore une fois, chacune ses objectifs, nous on n'a aucun avis là-dessus. On va jamais vous pousser à monter une grosse activité si c'est pas vos aspirations, si c'est pas vos ambitions. Moi, j'ai envie de développer mon entreprise au maximum de ce que j'arrive à la développer parce que j'adore le chemin de croissance intégrale que ça me fait vivre pour la développer, mais je le fais à ma manière, à mon rythme, avec ce qui correspond à mes étapes de vie, mes objectifs, etc. Et moi, c'est comme ça en fait que je vois l'accompagnement et dans Dreamwild, voilà, si vous avez des objectifs, des ambitions d'un certain niveau, on vous accompagnera à ces niveaux-là. Et si vous avez des objectifs, des ambitions, plutôt de dire bah voilà, ce qui est important pour moi, mes priorités c'est ça, c'est mon temps avec ma famille, c'est ceci, cela, et bah on vous accompagnera à designer encore une fois le véhicule, l'outil, l'entreprise et donc le lieu et les exploitations sur le lieu qui correspondent à vos priorités, à ce qui est important pour vous, pas à ce que nous on croit qui serait bien pour vous, parce que c'est pas du tout ça. Ça m'intéresse pas de faire ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez heureuse. Voilà. Donc, pour finir, le 4e niveau, donc l'activité fonctionne, il y a un actif ou des actifs d'exploitation qui sont montés, qui tournent sur l'activité, quels que soient les différents pôles d'activité parmi les 6 qu'on a vu tout à l'heure en deuxième partie. Et vous êtes dans la situation de vous dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Soit je veux maintenant, voilà, complètement indépendantiser cet actif de moi. Donc, en gros, je veux alors, soit carrément vous voulez transmettre, parce qu'on a aussi des personnes qui en arrivent là, soit pour des questions d'âge, elles arrivent à la retraite, soit parce que elles se disent bon bah voilà, j'ai monté tout ça, j'ai créé un actif, j'ai valorisé une activité d'exploitation, j'ai valorisé un foncier, et aujourd'hui je voudrais transmettre. Alors il y a plein de possibilités, il y a plein de manières, etc. Donc soit c'est transmettre complètement, c'est transmettre que l'activité d'exploitation et ou le lieu, donc ça c'est voilà, ça dépend, c'est vous. Ou alors on a des personnes qui disent bah voilà, moi j'ai monté un actif, ça tourne, et je voudrais le dupliquer. J'ai créé ma méthode propriétaire, enfin je voudrais justement créer ma méthode propriétaire, je voudrais ceci, cela. Et donc derrière, bah, c'est en fait j'ai créé un lieu, ce lieu il tourne et en fait je voudrais le dupliquer, je voudrais en faire une franchise. Donc là, il y a plein de choses à faire aussi sur ça. Donc ça, on accompagne aussi au niveau de Dreamwild les personnes qui en sont à ce stade-là. Et là, les erreurs que je vois souvent, enfin voilà, les erreurs que j'ai pu constater et qu'on a accompagné à redresser ou à éviter aussi, c'est le fait de vouloir amplifier, scaler. Donc scaler, c'est monter en échelle, hein, c'est monter en puissance. Donc ça concerne un peu le niveau 3 qu'on a vu tout à l'heure et le niveau 4. Les erreurs que je vois souvent, c'est les personnes qui veulent soit transmettre, soit amplifier ou dupliquer, mais sur une structure et des bases qui sont pas encore assez solides, qui sont pas encore assez consolidées. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que voilà, les process, la structuration de l'activité, etc. Oui, ça tourne, oui, ça crée du chiffre, oui, la personne elle a envie, mais par contre, c'est encore un peu instable, c'est pas assez lean, comme ils disent en anglais, voilà, c'est pas assez épuré, c'est pas assez optimisé. Et donc, il y a des zones de faiblesse, il y a des zones de fragilité. Donc ça, c'est la première chose. Et où l'activité, même si elle tourne, elle est encore trop liée à vous en tant que dirigeante. Et donc là, le risque, c'est que si vous cherchez à amplifier, mais que c'est encore trop vous qui fournissez sur un certain nombre de choses, que c'est pas assez indépendant de vous, ben là vous allez exploser en vol, vous allez être vraiment cramé, parce qu'on peut pas monter en échelle si voilà notre volume de temps, d'énergie, de focus, il est limité. Et on peut chercher à être superwoman machin, mais ça a toujours ses limites et à un moment, enfin voilà, je vous conseille pas de chercher à aller dans ce chemin-là, c'est mon avis.
Donc plutôt apprendre à comment faire pour détacher son business de soi. Parce que sinon, voilà, le risque, c'est de chercher à amplifier ou à transmettre, mais quelque chose qui est encore trop lié à vous, qui n'a pas été assez autonomisé, assez structuré pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc le principal écueil, c'est celui-là. Et donc, la solution, la priorité, c'est s'assurer qu'on a bien construit un actif indépendant, ou en tout cas finir les étapes pour vraiment indépendantiser son actif de soi. Et l'autre élément aussi, c'est l'importance du recrutement derrière, parce que là, on est vraiment sur des enjeux d'avoir la bonne équipe qui est en capacité, sur tous les plans, de piloter cet actif, que ce soit pour rendre autonome un actif que vous voulez garder existant, que vous voulez pas forcément transmettre. Mais même si vous voulez transmettre, il y a un enjeu sur le choix du repreneur. Donc bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais soit voilà, vous avez l'actif, vous voulez qu'il continue à tourner, mais que vous soyez plus impliqué dans l'opérationnel, dans la production, etc. Donc là, il y a vraiment un enjeu de choix de recrutement, soit de la personne à qui vous déléguez en tant que responsable, soit de la personne avec qui vous mettez en gérance, par exemple. Et si vous voulez faire une franchise, eh ben c'est dans le recrutement des franchisés, il y a aussi un gros enjeu et un gros accompagnement, etc., etc. Voilà, plein de choses autour de ça. Voilà, donc on a vu les 4 stades, que vous soyez en recherche de votre lieu, que vous veniez d'acheter ou de reprendre ou d'avoir accès à un lieu et que vous voulez démarrer les activités dessus, que vous ayez des activités en cours sur votre lieu et que vous vouliez les améliorer, les faire évoluer, les repositionner et ou commencer à les amplifier fortement. Ça, c'est le 3e niveau. Ou enfin, que vous ayez un lieu qui tourne déjà et que vous voulez encore plus amplifier, encore plus scaler, mais il y a plein de manières, il y a plein de choses différentes là, ou carrément que vous voulez vous autonomiser, vous détacher de cette activité d'exploitation et ou de ce lieu, eh bien ça correspond à différents stades, à différents enjeux et à différentes priorités que je voulais vous partager pour que vous puissiez les avoir en conscience, que vous puissiez avoir le plus de clarté possible sur là où vous en êtes et vos prochaines étapes et vos priorités, et surtout les écueils à éviter, les solutions pour pouvoir créer, développer et ou modéliser les activités d'exploitation sur votre foncier, votre immobilier, votre investissement patrimonial afin de réaliser vos rêves, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui compte, voilà. Eh ben, n'hésitez pas à me partager vos retours, vos commentaires sous l'épisode. Je serais vraiment ravie de vous lire, de savoir ce que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un petit commentaire sur le podcast. Ça nous fera toujours plaisir de vous lire. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwell qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également, surtout à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant, avec ou sans lieu, de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.